dans vos souvenirs, c'est un livre dont je recommande la lecture vraiment à tous les téléspectateurs, je le montrerai à la fin de l'émission. Dans votre souvenirs, vous dites que lorsque vous étiez surpris à parler le bambara à l'école, à la cour de récréation, oui. Eh bien vous étiez puni. Et même des punitions... On était même humiliés surtout. Humiliés. Parce qu'on avait un morceau de bois rectangulaire comme ça, sur lequel on avait dessiné un âne avec des grosses oreilles, et c'était le symbole. Celui qui était surpris en train de parler le bambara devait porter ça autour du cou. Et jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre et qu'il le repasse, il pouvait passer la journée avec. Mais c'était vraiment d'humiliation. Oui, ça dit que ça, c'est un peu dommage qu'on en soit arrivé là. Parce que c'était l'esprit dans lequel il était fait. C'était pour essayer de faire en sorte que ces enfants donc, qui vivent à la maison, dans un environnement bambara ou peul, qui sont dans la cour en récréation en train de parler bambara ou peul, pour leur donner l'occasion quand même d'apprendre le français qui est la langue de l'école. Alors il fallait les forcer à parler ça dans l'environnement scolaire. Oui, mais alors vous allez à l'école coranique, alors on vous est obligé d'apprendre en arabe, la langue que vous ne connaissez pas, oui. Des sourates, oui. Et si vous ne les savez pas par cœur, là aussi vous êtes battu. Là aussi. Vous êtes battu, effectivement. Mais c'est quand même une drôle d'éducation. C'est très drôle. Ça dit que ce qui est intéressant, M. Pivot, c'est que quand je me rappelle de ces choses, par exemple l'école coranique, je vois les côtés positifs maintenant. À ce moment-là, c'était très dur. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on était terrorisés le matin quand on devait se lever pour aller à l'école coranique. Parce qu'il fallait apprendre le verset. Et dès qu'on finissait d'apprendre un verset, on vous en donnait un nouveau. Donc la probabilité ne diminuait pas avec les succès. Oui. Mais maintenant, quand je regarde la mémoire fantastique que cela nous a donné, parce que jusqu'à présent, plus de 40 ans après, je connais ces sourates. Ouais. Je les récite sans problème et je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire, mais je peux quand même les réciter. Alors, mais il y a effectivement un côté, du point de vue de l'apprentissage des langues, que ce soit le français ou que ce soit l'arabe. On n'a pas appris l'arabe, mais l'apprentissage des sourates. Mais ça doit être très étonnant, par exemple, pour un garçon comme ça, là-bas au Mali, d'apprendre, par exemple, les règles de grammaire française, les conjugaisons. Vous adoriez ça, J'adorais surtout tout ce qui avait trait au subjonctif. Le subjonctif? Le subjonctif, l'imparfait, le plus que parfait du subjonctif. Ça, c'était des choses que j'adorais parce que ça m'amusait. Je trouvais que il fallait avoir un esprit un peu trop tordu pour inventer des formules comme ça, alors qu'on pouvait dire les mêmes choses de la façon la plus simple. Oui. C'est-à-dire, en réalité, la plupart des gens aujourd'hui sont tellement insensibles à ces nuances qui viennent du choix des temps. Alors, je ne comprenais pas. Mais c'était quand même d'une beauté extraordinaire. Et j'aimais ça. Il y avait un professeur, je crois qu'il s'appelait Monsieur Petrucci. Il devait être corse ou quelque chose, un gars costaud qui aimait les bicyclettes et il portait toujours des culottes. C'est lui qui nous apprenait la grammaire. Alors on récitait ces conjugaisons, on les conjuguait, on les écrivait 100 fois si on était en retard. Mais ça nous a permis de maîtriser ces choses de façon extraordinaire. Et il y a une beauté en ça, en réalité. Je me souviens au fur et à mesure qu'on montait en grade, quand on allait au CM1, au CM2, c'était la dernière année ici au CM2, quand on faisait le BEPC, à cette époque, les professeurs étaient méchants comme des serpents, quoi. C'est-à-dire c'est des gens qui venaient tous les matins avec une demi-douzaine de fouets. C'est-à-dire c'était des branches longues comme ça de ces arbres desquels on enlevait les feuilles, donc ça faisait très mal. Et qu'on mettait sur la table, il fallait non seulement faire des dictées, et pour chaque faute, on avait droit à 2 coups de fouet par faute. Il y a des dictées préparées et les dictées composées ou qui n'étaient pas préparées. Ça, c'était vraiment notre terreur. Et dans l'après-midi, la même chose recommençait. Il venait avec une demi-douzaine de fouets. Ça, c'était pour les leçons de choses qu'il fallait apprendre. Et on nous faisait apprendre des sottises telles que la casserole est un ustensile de cuisine. Bon. En ce moment, je pense que dans la classe, personne n'avait jamais vu une casserole de sa vie. Puisqu'on était en 1960 par là. Exactement. Et c'est pour cette raison que dès ce moment, comme je n'arrivais pas à apprendre les leçons de choses et à les mémoriser, parce que je ne pouvais pas m'imaginer, n'est-ce pas, de quoi il s'agissait, c'est à partir de ce moment que moi j'ai trouvé une façon d'apprendre mes leçons.
C'est-à-dire que toute leçon de choses qu'on me faisait, je la traduisais dans ma langue, en bambara, et comme ça, je retenais ça plus facilement. Et une fois en classe, je ne faisais que retraduire dans l'autre sens. On sent que le système éducatif bambara est ancré dans vous, que vous en servez tout le temps. Et est-ce que vous pouvez nous dire déjà, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas les bambara, quel était le royaume bambara et qu'est-ce que vous a apporté l'éducation bambara? C'est-à-dire que nous nous trouvons en ce moment même à Ségou, dans la capitale, la dernière capitale, disons, du royaume bambara. Parce que le royaume bambara a commencé dans une ville qui est à peu près un village qui se trouve à une quarantaine de kilomètres, justement sur la route de Bamako. Et cette culture bambara a des principes bien précis. Parce que le travail du bambara, d'abord, cette ethnie de bambara, ce sont des gens qui sont des cultivateurs, donc très proches de la terre. Ce ne sont pas des commerçants, ce ne sont pas des éleveurs, ce ne sont pas des forgerons, ce sont des cultivateurs. Et à cause de ça, je pense que ça a entraîné une certaine réalité dans la façon de voir les choses, n'est-ce pas? Et de savoir que lorsqu'on ne met pas, on ne peut pas récolter en fait ce qu'on ne sème pas. Voilà. Donc c'est sur cette base que cette philosophie est partie. Et d'ailleurs, j'ai mis dans un des livres que j'ai écrit 3 des préceptes des bambara, à savoir un bambara ne rebrousse quand il va d'un village à l'autre. En allant, il part par un chemin, mais il ne revient jamais du village par le même chemin. Ça, c'est des choses qui ne se font pas. Deuxièmement, on nous apprend depuis qu'on est jeune bambara qu'un homme bambara, un jeune bambara ne se couche jamais avec son ombre. Vous savez ce que ça veut dire, se coucher avec son ombre? Allez-y, dites-moi. Ça dit que pour qu'il y ait ombre, il faut qu'il y ait lumière. Alors, quand vous rentrez dans votre chambre, vous regardez les lieux, il faut éteindre la lumière avant de vous coucher. Parce que ce sont seulement les gens qui ont peur, qui rentrent dans une chambre ou dans une case avec la lumière allumée. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et troisièmement, un bambara, un vrai bambara qui marche dans la rue, même lorsqu'on l'appelle, c'est quelqu'un qui préfère s'arrêter et se retourner carrément et voir exactement qui l'appelle, qui l'interpelle, mais il ne regardera jamais par-dessus son épaule. Parce que nous avons remarqué que les gens qui ont tendance à regarder par-dessus leur épaule sont des gens qui n'ont pas la conscience tranquille ou bien qui ont trop peur. Un bambara doit être quelqu'un qui, à tout moment, a vraiment, peut dormir du sommeil du juste, a la conscience tranquille. Lorsqu'on l'interpelle, il n'est pas tout de suite regardé, en train de sauter et regarder par-dessus. Ce sont des préceptes comme ça qui semblent initialement d'une banalité extraordinaire. Non, qui a beaucoup de mais en signification. réalité, ce qui se passe, dans le village Bambara, les enfants, quand ils naissent, ils grandissent par groupe d'âge. Et à chaque groupe d'âge, à un moment donné, on les met tous ensemble et ils passent par la circoncision, qui est un rite. Et une fois que ces enfants sont circoncis, ce sont des gens qu'on amène dans la brousse pendant 1 semaine, 2 semaines. Au cours de ces semaines-là, on leur apprend vraiment le béaba de la vie d'un homme, de ce que nous on définit comme étant un homme. Des gens qui ne mentent pas, qui ne donnent pas leur parole en vain, qui ne volent pas, c'est-à-dire il y a certains principes qui ne sont pas paresseux et qui évitent la solution de facilité. C'est-à-dire il y a être intelligent, être innovateur, être créatif, ça c'est une chose. Mais la solution de facilité c'est autre chose parce qu'elle n'est jamais durable, elle est toujours précaire. Alors, ce sont des concepts comme ça qu'on leur apprend et on leur apprend aussi le concept de solidarité. C'est-à-dire par groupe d'âge, vous montez et vous êtes solidaires les uns des autres. En tout cas, ça fait plaisir de discuter avec vous parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'éducation. Pendant que je discute avec vous, j'ai tout de suite, encore quand on parle de votre mère Binta, qui vous m'avez dit quand vous alliez à l'école, le plus important pour elle, c'était pas de savoir que vous ayez des bonnes notes, mais de savoir qui vous avez aidé. Tout à fait. Elle, ce qui comptait pour elle, ce n'est pas tellement quelle note vous avez reçue, parce que pour elle, ça c'est un acquis. C'est-à-dire ça c'est la base minimum d'avoir des notes. Elle m'a toujours mis dans la tête qu'elle sait que je peux avoir aussi bonne note que n'importe qui peut l'avoir. Donc ça, ce n'est pas son problème. Son problème à elle, c'est quoi? C'est que tout en ayant ces notes, est-ce que j'ai pu aider quelqu'un d'autre qui
qui n'avaient pas pu avoir les notes pour passer, à les obtenir. Combien de gens j'ai aidé avec leurs leçons de choses, avec leurs problèmes de mathématiques aujourd'hui. Combien de vieux j'ai vu dans la rue aujourd'hui porter des fardeaux et que j'ai déchargés et que j'ai accompagnés jusqu'à leur porte avec leurs fardeaux pour les décharger. Elle, c'est ce qui l'intéressait parce que de façon ultime, elle me disait que c'est de là justement que viendra la force dans le futur.